J'ai 83 ans et j'ai besoin de vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit aussi clairement auparavant, ni à mes enfants, ni à quiconque me connaissait à l'époque. Il y a 15 ans, après la mort de Vincent, je suis passée à 3 semaines d'épouser un autre homme. 3 semaines. Les invitations étaient parties. Ma fille Emma m'avait aidé à choisir une robe. Mon fils David avait réservé une salle dans un restaurant pour le dîner de réception. Tout était en place. Et je me suis éloignée de tout cela. Les gens disaient que je fuyais le chagrin, disaient que je laissais la peur faire mes choix, disaient que j'allais mourir seule et que je le regretterais. Mais voici ce que personne ne savait. Voici ce que personne ne dit aux femmes à propos du remariage après 60 ans. Il y a 5 réalités brutales, sans glamour, complètement inévitables, qui font du remariage l'une des décisions les plus dangereuses qu'une femme à ce stade de la vie puisse prendre. Pas seulement financièrement, pas seulement émotionnellement, de façon qui peuvent vous coûter tout ce que vous avez passé toute votre vie à construire et toutes les personnes que vous aimez avec cela. Je vais vous dire les 5 et je garde celle qui m'a finalement fait tout annuler pour la toute fin parce que celle-là est encore en moi. J'ai besoin que vous restiez avec moi à travers les 5. Parce que si on vous met la pression pour vous remarier ou si vous l'envisagez parce que la solitude vous dévore, et je sais exactement ce que ça fait, vous devez entendre cela avant de signer quelque chose que vous ne pourrez pas défaire. Vincent est mort un mercredi, paisiblement, dans son sommeil, comme nous l'avions toujours espéré pour lui. Et pendant les premières semaines, j'étais entourée, mes 5 enfants se relayant, des voisins apportant de la nourriture, le téléphone sonnant constamment. Mais quand tout s'est arrêté, quand tout le monde est retourné à sa vie, le silence dans cette maison ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vécu. J'avais 70 ans et je n'avais jamais, pas une seule fois, passé plus de 2 nuits seule de toute ma vie. Je suis passée de la maison de mes parents à celle de Vincent, et c'était tout. Le calme après son départ était physique. Il pesait contre moi. Certains matins, je m'asseyais à la table de la cuisine et je sentais que rien ne bougeait nulle part dans le monde. C'est là que les suggestions ont commencé. Ma fille Linda a dit « Maman, tu ne devrais pas être seule, ce n'est pas bon pour toi. » Mon fils Thomas a dit « Papa voudrait que tu sois heureuse. » Ma sœur a appelé et a dit que j'étais trop jeune pour renoncer à la compagnie. Et lentement, sans réaliser que cela arrivait, j'ai commencé à les croire. J'ai commencé à penser que vivre seule signifiait que quelque chose n'allait pas chez moi, que j'avais échoué d'une certaine façon. Il y avait un homme, je vais l'appeler Gerald, un veuf, 76 ans. Nous nous sommes rencontrés à une rencontre à l'église organisée pour les seniors du quartier. Un homme posé, calme, il me rappelait un peu Vincent, prévisible d'une manière qui semblait sûre après le chagrin. Nous avons pris un café, puis des dîners, puis il a appelé tous les jours. Et 6 mois après le décès de Vincent, Gérald a demandé ma main. Pas avec du romantisme, pratiquement. Il a dit « Nous sommes tous les deux seuls. Ça a du sens de combiner nos vies, de prendre soin l'un de l'autre. » J'ai dit oui, parce que tout le monde me disait que je devais, parce que la solitude m'écrasait, parce que je pensais que c'était ce que j'étais censée faire. Faites attention à ce détail, parce qu'il va compter plus tard. J'ai dit oui sans savoir une seule chose sur les finances de Gérald, pas une seule chose. Et cela m'amène à la première raison, celle qui a glacé mon estomac au moment où je l'ai vraiment comprise. Anéantissement financier. 2 semaines après la demande de Gérald, mon amie Hélène m'a demandé de prendre un café. Elle a dit qu'elle avait besoin de me parler de quelque chose d'important.
et elle m'a parlé de son amie Carole, qui s'était remariée à 68 ans. Son nouveau mari semblait stable, avait une pension, possédait sa maison, semblait responsable. Mais 8 mois après le mariage, Carole a commencé à remarquer des choses. Des avis de recouvrement dans le courrier, des appels de créanciers à des heures bizarres. Il s'est avéré qu'il avait 30 000 $ de dettes de carte de crédit, des factures médicales impayées et un prêt qu'il avait cosigné pour sa fille qui n'avait jamais été remboursé. Et au moment où ils se sont mariés, Carole est devenue légalement responsable. Pas moralement, légalement. Son épargne retraite, construite sur 4 décennies, a commencé à se vider. Son crédit détruit. La maison qu'elle possédait sans hypothèque, elle a dû contracter une hypothèque inversée juste pour rester à flot. En 3 ans, tout avait disparu. Helen m'a dit que Carole s'est assise à sa table de cuisine et a dit « Je pensais que l'amour me protégerait. Je ne savais pas qu'une licence de mariage ferait que ces problèmes deviendraient les miens. » J'ai eu froid en étant assise en face d'Hélène, parce que je ne savais rien de réel sur les finances de Gérald. Il semblait à l'aise, mais sembler et être sont 2 choses complètement différentes. Alors, j'ai commencé à lui demander, prudemment pensais-je, à propos de son épargne, de ses dettes, des situations de ses enfants. Il s'est braqué immédiatement. Il a dit « Pourquoi est-ce que ça compte? Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. » Et regardez cette phrase, c'est ça qui m'a fait peur. C'est exactement ça qui m'a fait peur. J'ai parlé à une conseillère financière cette même semaine. Elle a été directe avec moi, comme j'aurais aimé que quelqu'un l'ait été des années plus tôt. Tout ce que vous possédez devient accessible conjointement, a-t-elle dit. Ces dettes deviennent les vôtres, ces frais médicaux sortent de votre épargne. Si le mariage se termine, il a droit à la moitié de tout ce que vous avez apporté. Et s'il meurt le premier et qu'il a des enfants, ils peuvent contester le testament et revendiquer des droits sur des actifs que vous croyez être les vôtres. Elle m'a montré des cas. Des femmes dans la soixantaine 10 travaillant à temps partiel parce que les dettes de leur deuxième mari avaient détruit leur retraite. Des femmes qui ont perdu leur maison à cause des frais médicaux. Des femmes dont les propres enfants n'ont rien reçu parce que la loi protège les conjoints avant les enfants. À chaque fois. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'étais sur le point de risquer. La maison, l'épargne, l'argent que j'avais toujours prévu de laisser à mes enfants. Tout cela deviendrait vulnérable au moment où je signerais cette licence. Mais honnêtement, cela seul n'était pas suffisant pour que j'annule le mariage. Pas encore. La deuxième raison est venue de quelque part où je ne m'y attendais pas. Elle est venue du fait de me regarder moi-même. Dans les mois où j'avais passé du temps avec Gérald, j'avais commencé à changer. De petites choses au début. Réarranger mon emploi du temps pour convenir au sien, annuler des plans avec des amis, ajuster ce que je cuisinais parce qu'il n'aimait pas certains aliments. Et un matin, je me suis réveillée tôt et je me suis assise dans ma cuisine et j'ai réalisé que quelque chose avait commencé à disparaître sans que je m'en rende compte. Après la mort de Vincent, après que le pire du chagrin soit passé, j'avais commencé pour la toute première fois à vivre d'une manière qui était entièrement à moi. Je prenais le petit déjeuner à 9 heures du matin, ou à midi, ou pas du tout. Je restais debout à lire jusqu'à 1 heure du matin. J'ai réarrangé les meubles du salon 3 fois en 6 mois, juste parce que j'en avais envie. Je regardais des émissions que Vincent aurait détestées. De petites libertés, à peine dignes d'être nommées. Mais elles étaient à moi. Et j'avais déjà commencé à y renoncer, sans que Gérald me le demande jamais, juste en me rendant automatiquement plus petite pour m'adapter à sa vie.
parce que c'est ce que des décennies de mariage vous apprennent à faire. Vous vous accommodez, vous vous ajustez, vous trouvez la forme de l'espace disponible et vous vous y insérez. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, enfin, je commençais à le comprendre. Si j'épousais Gérald, je passerais les années qu'il me restait à faire cela de nouveau. Pas parce qu'il était un mauvais homme, parce que le mariage fait ça. Il m'avait fait ça pendant 46 ans, et il l'avait fait magnifiquement, et j'avais aimé Vincent complètement. Mais je n'avais jamais une seule fois, pas une seule fois, été simplement Laura. Pas la moitié de quelque chose, juste moi-même. Mon amie Dorothy s'était remariée 3 ans avant cela. Je suis allée la voir un après-midi et elle avait l'air épuisée, pas malade, juste usée jusqu'à la corde. Je lui ai demandé comment était la vie de mariée. Elle a souri, mais ses yeux ne bougeaient pas avec. Ça va, c'est un bonhomme. Puis elle a dit, mon espace me manque, mon propre emploi du temps. Il se fâche si je suis absente trop longtemps. Il dit que je choisis mes amis plutôt que lui, ma fille plutôt que lui. Elle avait 74 ans et elle était revenue exactement là où elle en était à 40 ans. Gérer les sentiments de quelqu'un d'autre, justifier ses choix, s'excuser d'avoir une vie en dehors de lui. Elle a dit doucement, « Parfois, vivre seule me manque. Et ensuite, je me sens coupable que ça me manque, parce que c'est un bonhomme et je suis censée être reconnaissante que quelqu'un veuille de moi. » Cette nuit-là, je me suis assise à cette table même et je me suis posé une question que je ne m'étais pas posée auparavant. Qui suis-je quand je ne suis pas définie par quelqu'un d'autre? Et je commençais tout juste à le découvrir. C'était la deuxième raison. Et c'est là que l'histoire devient lourde, parce que la troisième raison est venue de ma fille Linda. Et cela a presque brisé quelque chose entre nous. Elle a appelé et a demandé à se voir pour déjeuner. Juste nous deux. Elle était silencieuse quand nous nous sommes assises, picorant sa nourriture, ne croisant pas vraiment mon regard. Finalement, elle a dit « Maman, j'ai besoin de te demander quelque chose honnêtement. » Elle a demandé ce qui arriverait à la maison quand j'épouserais Gérald. Si les économies de son père, l'argent que Vincent et moi avions accumulé pendant 46 ans, iraient toujours à mes enfants quand je ne serais plus là. Je n'avais pas de bonne réponse. J'avais supposé que mon testament tiendrait toujours. Je n'avais pas réfléchi au-delà. Je lui ai dit qu'elle était égoïste, qu'elle devrait vouloir que je sois heureuse. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit « Ce n'est pas à propos de l'argent, maman, c'est à propos de te voir donner tout à quelqu'un qui te connaît depuis 6 mois alors que nous te connaissons depuis toute notre vie. » Nous ne nous sommes pas parlé pendant 4 jours après ce déjeuner. Mais j'ai parlé à un avocat en droit des successions, et il m'a dit ce que la loi dit réellement. Votre conjoint devient votre plus proche parent légal, pas vos enfants. Si vous mourrez, il a des droits de conjoint qui peuvent supplanter votre testament. Vos enfants pourraient passer des années au tribunal, à payer des frais juridiques, à se battre pour ce que vous aviez toujours voulu qu'ils aient. Il m'a parlé d'une femme qui s'était remariée à 70 ans, avait 3 enfants de son premier mariage. Son nouveau mari avait ses propres enfants. Quand elle est morte, son mari a contesté le testament. L'affaire a pris 3 ans. Ses enfants ont dépensé plus de 50 000 $ en frais juridiques. À la fin, le mari a reçu 60% de la succession. Ses enfants, m'a dit l'avocat, ne lui pardonneront jamais. Ils ont perdu leur mère, leur héritage et leur tranquillité d'esprit. J'ai pensé à mes 5 enfants, à mes petits-enfants, à la vie que Vincent et moi avions construite ensemble, pièce par pièce, année après année.
Je ne voulais pas que ce soit ça que je laisse derrière moi. Pas une salle d'audience, pas une bataille entre étrangers. C'était la troisième raison. Mais attendez, ça devient pire. La quatrième raison est venue en regardant mon amie Ruth, et cela m'a horrifiée. Ruth s'était remariée à 69 ans. Son nouveau mari, Frank, semblait en bonne santé quand ils se sont mariés. Actif, joyeux, un bonhomme à tous égards. 2 ans plus tard, Frank a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. À 72 ans, Ruth l'aidait à s'habiller le matin, gérait un calendrier complexe de médicaments, le conduisait à des rendez-vous chez des spécialistes, l'aidait à se doucher. Je suis allée lui rendre visite un après-midi quand Frank se reposait. Elle a fait du thé et ses mains tremblaient légèrement. Pas à cause d'une maladie, à cause de l'épuisement. Elle a dit « Je suis si fatiguée, Laura, je suis si fatiguée que je n'arrive plus à penser clairement. Et je me sens coupable d'être fatiguée parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'être malade. Mais j'ai 73 ans, je n'ai pas cette énergie. Et j'ai peur. Et si je tombe malade, qui s'occupe de moi alors ?» Elle a commencé à pleurer. Elle a dit « Je pensais que je prenais un compagnon, quelqu'un avec qui partager la vie. Je ne savais pas que je m'inscrivais pour être une aidante à temps plein. Et je ne peux pas partir parce que je suis sa femme, parce que j'ai promis. » J'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que je continue. Statistiquement, c'est presque toujours la femme qui finit par faire l'aide. Les hommes avec des problèmes de santé ont des épouses pour s'occuper d'eux. Les femmes avec des problèmes de santé finissent dans des établissements. Nous donnons des soins. Nous en recevons rarement. J'avais déjà pris soin de Vincent pendant ces 2 dernières années. Je l'ai regardé s'éteindre lentement. J'ai géré ses médicaments. Je suis restée avec lui pendant des nuits où aucun de nous ne dormait. Cela a failli me briser. Et je l'aimais plus que je n'ai de mots pour le dire. Je ne pouvais pas refaire ça. Pas pour un homme que je connaissais depuis 7 mois. Et si cela faisait de moi une égoïste, alors je l'acceptais entièrement. C'était la 4e raison. Le piège de l'aidance qui peut consumer les années qu'il vous reste. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui vient ensuite, parce que la 5e raison, celle qui m'a finalement fait tout annuler, était la plus silencieuse et la plus dévastatrice. Je me suis assise un soir, 3 semaines avant le mariage, et je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et la réponse n'était pas l'amour, ce n'était pas la passion, ce n'était même pas une vraie compagnie. La réponse était parce que tout le monde me disait que je devais, parce que vivre seul donnait l'impression d'admettre la défaite, parce que quelque part au fond de moi, après 70 ans à être enseignée qu'une femme sans un homme à ses côtés est d'une certaine manière incomplète, j'avais commencé à le croire. J'étais sur le point de me marier non par désir, mais par obligation, par peur qu'être seule signifie valoir moins. Et ça, honnêtement, c'était celle avec laquelle je ne pouvais pas vivre. J'ai appelé Gérald. Je lui ai dit que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout, que j'avais besoin d'être seule, que j'avais besoin de finir de devenir qui que je sois censée être sans Vincent avant de pouvoir être quoi que ce soit de qui que ce soit d'autre. Il était en colère. Il a dit que j'avais perdu son temps. Il a dit que je mourrais seule et que je le regretterais chaque jour. Peut-être, mais je préfère mourir seule et entière que passer ce qui reste de ma vie à disparaître lentement dans la forme de quelqu'un d'autre. Je veux vous dire quelque chose. Un de mes enfants, et je vous laisse deviner lequel, m'a appelé la semaine dernière et a dit que des gens regardent ces vidéos et parlent de notre famille. Ils ont dit « Maman, c'est embarrassant, tu nous fais mal paraître ». Je leur ai dit
Bien, peut-être que quelqu'un avait besoin de l'entendre. Parce que je lis chaque commentaire que vous me laissez, chacun, sans exception. Et je sais combien d'entre vous subissent une pression en ce moment, de la part d'enfants qui pensent que vous ne devriez pas être seul, d'amis bien intentionnés, de cette voix silencieuse en vous qui a été enseignée pendant des décennies que l'indépendance n'est qu'un autre mot pour abandonner. Ça ne l'est pas, c'est l'opposé de ça. Si ce que je vous ai dit aujourd'hui a touché quelque chose en vous, si vous vous êtes reconnu dans une partie de cela, laissez un like. Cela me dit de continuer. Abonnez-vous si vous voulez continuer à être assis ici avec moi, parce que chaque semaine, je viens à cette table et je vous dis la vérité sans l'adoucir. Et si vous avez vécu quelque chose comme ça, si quelqu'un vous met la pression, si vous vous êtes déjà éloigné de quelque chose comme je l'ai fait, ou si vous auriez aimé l'avoir fait, dites-le moi dans les commentaires. Je suis là, je lis chaque mot. Vous n'êtes pas incomplète parce que vous êtes seule. Vous n'êtes pas en échec parce que vous vous choisissez. Vous avez passé assez d'années à vous adapter à la forme de la vie de quelqu'un d'autre. Ces années, ce qu'il en reste, celles-là vous appartiennent. Protégez-les comme si vous le pensiez.